Lorsque les secours ont découvert cette chienne au cœur d'un blizzard meurtrier, personne n'aurait imaginé qu'elle venait d'accomplir l'impossible. Seule, affamée, abandonnée dans un entrepôt glacé, elle venait de donner la vie dans les pires conditions imaginables. Mais ce que les sauveteurs allaient découvrir en s'approchant d'elle allait bouleverser toute une ville, car cette mère n'était pas n'importe quelle chienne, et son passé cachait un secret si profond que même l'armée allait s'en mêler. Ce qu'elle avait fait pendant ces 48 heures allait inspirer le monde entier et faire pleurer des millions de personnes. Restez bien jusqu'à la fin car la vérité sur Sierra, la mère du blizzard, va vous briser le cœur et le recoller d'une manière que vous n'oublierez jamais. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et d'ailleurs, de petites curiosités, vous regardez cette vidéo depuis quelle ville? Mettez-le en commentaire. J'adore voir jusqu'où voyageait nos histoires. Les feux arrière du pick-up disparurent dans le blizzard, avalés par un tourbillon de neige. Derrière lui, une silhouette courait à perdre haleine. Une chienne au ventre lourd, haletante, les pattes glissant sur la glace noire. Sierra aboya une fois, puis une deuxième, un cri de détresse que le vent hurleur dévora sans pitié. Au volant, Monsieur Blake Morrison tremblait de tout son corps. Ses mains crispées sur le volant refusaient de tourner. Il ne se retourna pas, moins 18 degrés, pas d'abri sur des kilomètres. 2 jours plus tard, à l'aube, une institutrice du coin, Claire Mitchell, les trouva. Dans un entrepôt désaffecté, 6 petits chiots y étaient une mère aux flancs saillants, le poil emmêlé et les yeux creusés par la peur et l'épuisement. Un 7e, minuscule, gisait à côté, gelé, rigide comme une pierre. Claire sentit les larmes lui monter. Dans le silence glacial, elle comprit. Sierra s'était battue seule, 2 jours durant, contre la mort. 2 jours, murmura une voix derrière elle. Et après, j'appelle la fourrière. C'était Harold Peterson, le propriétaire des lieux. Un vieil homme usé, le visage buriné par le froid. À la radio, un grésillement, alerte tempête. Moins 25 prévu à la tombée de la nuit. Claire sentit ses larmes geler sur ses joues. 48 heures pour sauver cette vie. Ce n'était pourtant pas dans ses plans. 3 ans plus tôt, Claire avait cessé de croire en quoi que ce soit. Les mots du médecin du centre de fertilité résonnaient encore dans sa mémoire. Taux de conception quasi nul. Puis la fausse couche brutale et le verdict, dommages irréversibles. 6 mois plus tard, son mariage s'effondra. Son mari, David, voulait des enfants. Elle ne pouvait plus lui en donner. À 34 ans, elle enseignait à des élèves de CE2 à l'école élémentaire de Millhaven avant de rentrer chaque soir dans une maison vide sur Maple Avenue. Elle s'endormait devant la télévision simplement pour éviter le silence, parce que le silence lui rappelait la mort. À la fenêtre voisine, une vieille dame observait la rue derrière un rideau de dentelle jaunie. Evelyn Hayes, 75 ans, veuve depuis 3 hivers. 3 ans que son mari, Henry, s'était effondré d'une crise cardiaque. Ses enfants vivaient en Californie. 2 appels par mois, 2 visites par an. Les médecins parlaient de troubles cognitifs précoces. Evelyn se surprenait à oublier des conversations, à répéter les mêmes phrases. Elle était devenue acide, dure, la vieille femme acariâtre du quartier. Mais personne ne savait qu'elle gardait dans son tiroir de nuit le collier de son vieux compagnon, un berger allemand nommé Colonel. Le seul être peut-être à l'avoir aimé sans condition. À l'autre bout de la ville, le docteur Thomas Bradley verrouillait sa clinique vétérinaire à 18 heures précises chaque soir. 42 ans, veuf, élevant seul sa fille Emma, 12 ans. 5 ans qu'il lui racontait que sa mère était morte dans un accident de voiture. Un mensonge devenu ossature de leur quotidien. La vérité reposait dans un tiroir fermé à clé. La capitaine Jennifer Bradley, tuée en Afghanistan aux côtés de son chien militaire Duke. Thomas avait assisté à l'explosion en direct. Via un appel vidéo, il avait vu sa femme mourir. Depuis 11 ans, il n'avait plus jamais traité un seul chien de l'armée. Les murs de leur maison étaient couverts de dessins d'Emma, soigneusement disposés pour cacher les photos de Jennifer, ses médailles, ses uniformes, tout ce qui rappelait une vérité qu'Emma devinait déjà. Quant à Blake Morrison, il s'isolait dans son bureau d'entrepreneur en construction, entouré de factures impayées et de lettres de saisie. 48 ans, 300 000 $ de dettes, sa femme Linda et leur fille Rachel, en voyage chez les grands-parents au Minnesota, ignoraient que son entreprise s'effondrait. 15 ans plus tôt, un Rottweiler lui avait broyé l'avant-bras, 47 points de suture. Les cicatrices avaient disparu, mais la terreur, elle, n'était jamais partie. Quand Linda avait insisté pour adopter un chien, Blake avait essayé. Il avait acheté une petite chienne, c'est Sierra, espérant vaincre sa peur. Mais à présent, chaque fois qu'elle approchait, il suffoquait. 3 semaines plus tôt,
Sierra avait bondi pour le saluer. Blake s'était retrouvé à l'hôpital en pleine crise de panique. Cette nuit-là, il regardait Sierra halter dans le couloir. Ses contractions avaient commencé. Elle cherchait son maître, son repère. Mais Blake n'y voyait qu'une menace. Son cœur battait trop vite. Les souvenirs du Rottweiler, les flashs de sang, la morsure, la douleur. Il saisit les clés du pick-up. Dehors, le thermomètre affichait -18. Il démarra, incapable de réfléchir. La route du comté 14 était déserte, balayée par la neige. L'ancien entrepôt Thompson apparut dans les phares. Blake coupa le moteur. Sierra sauta du véhicule, croyant qu'ils allaient se promener. Sa queue battait malgré les contractions. Mais le moteur rugit de nouveau. Les pneus crissèrent sur la glace. Dans le rétroviseur, Blake aperçut Sierra courir, ses pattes s'enfonçant dans la poudreuse, aboyant désespérément. Elle le suivit sur 200 mètres, avant de s'arrêter, silhouette tremblante, perdue dans le blizzard. Les caméras de sécurité du magasin Thompson enregistrèrent le passage du pick-up à 21h47. Ce serait la dernière fois que Sierra apparaîtrait en vie avant 48 heures. Cette nuit-là, Sierra erra pendant 6 heures. Elle revint 3 fois vers l'entrepôt, aboyant dans le vide, attendant son maître. Vers 1h du matin, les contractions devinrent insoutenables. Poussée par l'instinct, elle força un carreau brisé et entra. L'intérieur sentait le béton, la poussière et le froid. 5 degrés en dessous de 0. Sierra trouva un coin abrité, éventra des cartons avec ses griffes pour en faire un nid. De 1h à 5h du matin, elle mit bas 7 chiots, chaque naissance espacée de 20 à 40 minutes. Son corps savait quoi faire, rompre la membrane, couper le cordon, lécher, jusqu'à ce que la vie apparaisse. 6 chiots respirèrent, gémissant, se blottissant contre elle. Le 7e, une femelle minuscule, resta immobile. Sierra la lécha pendant 1 heure entière, espérant un miracle. Mais la petite ne respirerait jamais. Au lever du jour, il faisait -8 à l'intérieur. Sierra enroula son corps autour des 6 survivants, la petite morte serrée contre son flanc. Elle n'avait pas mangé depuis 30 heures, son lait manquait. Les chiots tétaient dans le vide. Le lendemain matin, Harold Peterson franchit la porte de l'entrepôt pour rencontrer un promoteur. Il avait besoin de vendre ce bâtiment, héritage d'une vie brisée. Il entendit un gémissement, ouvrit la porte, et ce qu'il vit le foudroya. Sierra, les chiots, le petit corps gelé. L'image le projeta à 37 ans en arrière, son fils Daniel, 8 ans, mort noyé dans la piscine. 3 ans de machine, 800 000 $ de dette. Sa femme, Maggie, s'était pendue dans ce même entrepôt. Depuis, Harold n'y était jamais revenu. Cet endroit était devenu son tombeau intérieur. Il recula, bouleversé, incapable d'aider. Il cloua un panneau propriété privée, verrouilla la porte et partit. Le lendemain, à la pause de midi, Claire Mitchell quitta sa classe pour aller acheter du lait et du pain à la supérette Thompson. Elle n'avait pas vraiment faim, elle voulait juste éviter de rentrer chez elle trop tôt. Mais sur le chemin du retour, un son infime attira son attention. Un gémissement si faible qu'un autre l'aurait pris pour le vent. Pas elle. Elle s'arrêta, écouta. C'était là, juste derrière le vieux hangar Thompson, ce bâtiment qu'on disait condamné depuis des années. Son instinct d'enseignante, celui qui repère le moindre enfant silencieux, s'éveilla. Elle suivit le bruit, contourna la façade fissurée et poussa la porte branlante. À l'intérieur, l'air sentait la rouille et le froid. Dans un recoin, elle aperçut une ombre. Une chienne massive et maigre à la fois, le poil collé de glace. Ses yeux ambrés, creusés par la faim et la peur, fixèrent Claire. Autour d'elle, 6 petites formes tremblaient, accrochées à son ventre. La chienne se redressa aussitôt, émettant un grondement sourd. Les crocs apparurent, son corps se plaça entre ses petits et l'intruse. Claire s'immobilisa. Elle leva lentement les mains. « Tout va bien, ma belle. Calme-toi. Je ne vais pas te faire de mal. » Sa voix tremblait, douce mais fragile. Elle recula pas à pas. Sortie dehors, elle fonça chez Harold Peterson. Dans le parking du magasin, la confrontation fut glaciale. Harold, raide dans sa vieille veste, croisa les bras. « Je vous l'ai dit, Madame Mitchell, si personne ne vient les chercher d'ici 2 jours, j'appelle la fourrière. Je veux ce bâtiment vide avant que la neige m'enterre pour de bon. Vous ne pouvez pas faire ça. Elle a des petits, Harold. Ils vont mourir. Et moi, je ne veux plus voir mourir quoi que ce soit dans ce hangar. Vous comprenez ?» Il tourna les talons. Sur la radio derrière eux, un nouveau bulletin météo éclata. Alerte blizzard. 25 degrés sous zéro attendu avant la nuit. Claire sentit son cœur se serrer. 18 heures. C'était tout ce qu'il leur restait. Ses doigts tremblaient en composant le numéro du docteur Thomas Bradley, le vétérinaire de la ville, le seul qu'elle connaissait vraiment. « Tom, c'est Claire Mitchell. J'ai besoin de toi, c'est urgent. »
Quel genre d'urgence? Une mère et ses bébés, dans un entrepôt. Si on n'agit pas maintenant, ils gèleront avant le coucher du soleil. À 14 heures précises, un vieux pick-up se gara devant le hangar. Thomas descendit, accompagné de sa fille Gemma, malgré ses protestations. « Tu restes dans la voiture ?» avait-il ordonné. Elle avait répondu simplement « Non, les chiens sentent la peur. Je suis plus petite, elle aura moins peur de moi. » Il n'avait pas su dire non à cette logique enfantine. Ils entrèrent ensemble, lentement, respirant la poussière et la glace. Sierra les vit aussitôt. Son corps se tendit, les oreilles le plaquaient, la crête dorsale hérissée. Un grondement guttural monta, vibrant dans le vide de l'entrepôt. Elle se plaça de nouveau en rempart devant ses chiots. Thomas s'arrêta à 6 mètres, observant chaque détail. Sa formation reprenait le dessus malgré le tremblement de ses mains. 15 à 20 livres de moins que la normale, sévèrement déshydratée, yeux enfoncés, muqueuse sèche, murmura-t-il. Puis il soupira. Les chiots ont moins de 3 jours. Ils ne survivront pas 2 nuits de plus à ce froid. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. On ne peut pas les approcher? Si on insiste, elle attaquera. Alors ils déposèrent de la nourriture et de l'eau à quelques mètres du nid. Le moment où ils reculèrent, Sierra bondit vers les gamelles. Elle but sans s'arrêter 30 secondes d'une soif désespérée. La nourriture disparut en moins d'1 minute. Mais dès que Thomas avança avec une couverture, elle se remit à grogner, les crocs découverts. Ils durent laisser les couvertures pliées hors de portée. Cette nuit-là, Claire revint. Elle apporta un petit radiateur portable, d'autres couvertures et un thermos plein de soupe tiède. Sierra les accepta, à sa manière. Elle mangeait, mais ne laissait personne franchir la limite invisible autour de ses petits. Claire s'assit à 10 pieds d'elle et attendit. 3 heures, immobile, le silence entrecoupé de petits gémissements. Le froid la mordait, mais ce qui faisait le plus mal, c'était la mémoire. Les mots du médecin, encore et encore, dommages irréversibles. Puis le visage de David, le soir où il avait fermé la porte sans se retourner. 3 ans qu'elle vivait avec ce vide. 3 ans qu'elle regardait d'autres mères sans comprendre comment continuer. Des pas dans la neige la tirèrent de ses pensées. Evelyn Hayes apparut dans la porte, enveloppée dans un vieux manteau de laine. « Vous m'avez suivi ?» demanda Claire, surprise. « Je suis vieille, pas aveugle. Vous croyez que je n'ai pas vu vos allers-retours avec des couvertures ?» répondit Evelyn avec un sourire fatigué. Elle s'assit lentement sur une caisse renversée. « J'avais un berger allemand, moi aussi, colonel, il y a 40 ans. Le chien le plus loyal que j'ai jamais connu. Il est mort d'un cancer. J'ai juré de ne plus jamais revivre ça. » Elles restèrent là, silencieuses, à regarder une mère se battre contre le froid pour sauver ses enfants. 2 femmes, 2 vies cabossées, face à un instinct plus fort que tout. À l'aube, il ne restait que 30 heures avant le délai fixé par Harold. Thomas revint, apportant un petit radiateur à batterie. Sierra le toléra, sans plus. La température monta à 15 degrés autour du nid. Un miracle pour ses chiots, il examina le petit corps recouvert d'un linge, celui que Claire avait trouvé gelé. Morte-née sans doute. La mère était épuisée, affamée, elle a accouché trop tôt. « On peut l'enterrer ?» demanda Claire. Sa voix se brisa. Ils creusèrent dans la neige, derrière le hangar. Claire récita une prière d'enfant, les mots écorchés mais sincères. « Accorde-lui le repos éternel. » Thomas comprit que ses larmes n'étaient pas seulement pour le chiot. Elle pleurait d'autres vies, jamais venues au monde. Très vite, la rumeur se répandit dans Millhaven, petite ville de 3500 âmes où tout le monde connaît tout le monde. En moins d'une journée, la nouvelle fit le tour des cafés, des églises, des stations-service. Une chienne abandonnée, des chiots gelés, une tempête qui approche, les cœurs s'éveillèrent. Karen Sullivan arriva l'après-midi même, directrice du refuge de Pine Valley, 15 miles plus loin. 55 ans, 20 d'expérience. Elle inspecta la scène avec des gestes précis. Les bergers allemands sont des mères féroces, loyalement désespérés. Mais quand ils sont traumatisés, ils se ferment complètement. On n'a pas des jours, on a des heures. Elle observa Sierra longuement. On pourrait tenter de déplacer un chiot dans une cage. Par instinct, elle suivra. Thomas fronça les sourcils. Si on la stresse trop, elle pourrait refuser de les allaiter. Karen hocha la tête. On essaie d'1 fois, pas 2. Ils tentèrent, 2 fois. À chaque essai, Sierra paniqua, halta, fit mine de mordre. Le stress fit monter sa température corporelle dangereusement. Karen leva la main. « Stop! Si on insiste, elle perdra sa lactation. Sans lait, ils mourront dans les 48 heures. » Un nouveau compte à rebours venait de commencer.
Le soir, la radio annonça la catastrophe à venir. Niveau d'alerte 2, 20 cm de neige, vent jusqu'à 100 km/h. Température ressentie, moins 25. Arrivée prévue entre 22h et minuit, Thomas calcula à voix basse. Si on ne les sort pas avant 18h demain, le hangar deviendra un congélateur. Les chiots gèleront en 2 heures. Karen ajouta calmement. Alors, on a 22 heures pour sauver cette vie. Claire regarda Sierra, ses yeux pleins d'une détermination silencieuse. Dans un souffle, elle fit une promesse. Tu ne mourras pas ici, pas toi, pas eux, je te le jure. La nuit tomba sur Millhaven comme un couvercle de glace. Le vent mugissait entre les pins, soulevant des nuées de neige sèche. Dans la petite clinique vétérinaire du docteur Thomas Bradley, les lumières restèrent allumées bien au-delà de l'heure de fermeture. Autour de la table d'examen, un groupe improbable s'était formé. Claire, Thomas, sa fille Emma, Evelyn Hayes et Karen Sullivan. Une carte du hangar était étalée devant eux, griffonnée de flèches et de croix rouges. Le tonnerre de la tempête approchait. Karen posa les 2 mains à plat sur la table. Sans sédatif, impossible de l'approcher sans risque. Mais la sédation d'une mère allaitante, c'est un pari mortel. Elle pourrait rejeter ses petits, ou pire, son lait deviendrait toxique. Claire se passa une main sur le visage. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde mourir des chiots parce qu'on ne veut pas la brusquer? Un silence tomba, puis une voix douce, claire, celle d'Emma. Et si c'était moi? Tous les regards se tournèrent vers elle. « Quoi toi ?» demanda son père. « C'est moi qui vais essayer. Elle a peur des adultes, pas des enfants. Si j'entre seul, sans rien dans les mains, peut-être qu'elle me laissera approcher. » Thomas secoua la tête, le visage livide. « Absolument pas. Un berger allemand, même amaigri, peut broyer une main d'un seul coup de mâchoire. 240 kilos de pression, Emma. Un seul réflexe, et elle le coupa calmement. Maman est morte en essayant de sauver des gens. Laisse-moi sauver quelque chose, moi aussi. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans un lac gelé. Thomas blêmit. Il ne s'attendait pas à l'entendre prononcer le nom de sa mère. Pendant 2 ans, Emma n'en avait jamais parlé. Claire posa doucement la main sur son bras. On le fera en sécurité. Elle ne sera jamais seule. On restera juste derrière la porte. Le moindre signe d'agressivité, elle sort. Personne n'était vraiment d'accord, mais ils étaient tous à court d'alternatives et à court de temps. À 6 heures du matin, le vent s'était calmé, prélude au chaos. Il restait 10 heures avant que le mur blanc du blizzard ne s'abatte sur la ville. Emma mit son bonnet, serra son carnet de croquis contre elle et s'avança vers la porte du hangar. Thomas avait les mains crispées autour du manche d'un tranquillisant qu'il espérait ne jamais utiliser. Claire priait en silence. L'air glacé la frappa dès qu'elle entra. Le sol craquait sous ses pas. Sierra leva la tête. Ses oreilles se redressèrent. Ses yeux fauves la fixèrent aussitôt. Un grondement bas monta de sa poitrine. Emma s'assit, à une quinzaine de pieds. Pas un mot. Elle posa son carnet sur ses genoux et commença à dessiner. Des traits fins, précis, lents. Le corps de la chienne, la forme protectrice qu'elle formait autour de ses petits, la fatigue dans ses yeux. Le crayon glissait, la neige tombait dehors en flocons silencieux. Elle ne la regardait pas directement. Les chiens interprètent le regard frontal comme un défi. Emma savait ça, instinctivement. Les minutes s'étirèrent, 1 heure, puis 2. Sierra observait. Le grondement avait cessé, remplacé par une respiration hachée. La fillette dessinait encore, fredonnant sans y penser une berceuse sans parole. Une mélodie douce et fragile. Derrière la porte, Claire reconnut l'air, une chanson que la capitaine Jennifer Bradley chantait à sa fille avant de partir en mission. Le cœur de Thomas se serra. Peu à peu, les oreilles de Sierra s'abaissèrent. Sa respiration se calma. Elle plissa les yeux intriguée. La petite ne bougeait pas, ne parlait pas, ne montrait aucune peur. Elle sentait cette odeur d'enfant, ce mélange d'encre, de crayon et de froid. Ce n'était pas une menace. C'était autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, la douceur. Au bout de 3 heures, Sierra fit un pas, puis un autre, juste assez pour la sentir. L'air vibra de tension. Emma continua à dessiner, les doigts tremblants. La chienne approcha lentement, son museau frôlant le carnet. Odeur de papier, odeur d'humanité, pas de danger. Elle recula de quelques pas et retourna vers ses petits. Mais cette fois, elle garda les yeux rivés sur Emma, non plus avec méfiance, mais avec curiosité. 1 heure plus tard, la distance qui les séparait n'était plus que de 2 mètres. Claire retint son souffle. Sierra s'assit, la tête penchée, le regard fixé sur la fillette. Et soudain, un petit chiot lâcha le ventre de sa mère et trottina maladroitement vers Emma.
Le silence se brisa en un instant suspendu. Sierra tressaillit, puis resta immobile. Emma tendit doucement la main. Le chiot la renifla, puis grimpa sur sa jambe. La mère observa, puis détourna les yeux. Elle venait de choisir. Emma approcha un peu plus, lentement, centimètre par centimètre. Sierra l'observait toujours, son corps tendu mais stable. Lorsque la main d'Emma se posa sur sa tête, tout le monde dehors cessa de respirer. La chienne ferma les yeux. Pas de morsure, pas de fuite, juste un souffle. La confiance venait de naître. À 10 heures, la neige commençait à tomber. Claire entra, portant de la nourriture fraîche. Sierra ne grogna pas. Emma était assise à côté d'elle, un chiot endormi dans ses bras. Le miracle tenait, mais Claire remarqua quelque chose d'étrange. Sierra fixait obstinément un coin vide de la couverture, là où reposait le petit corps qu'ils avaient enterré. Karen, arrivée entre-temps, observa la scène en silence. « Elle le cherche », murmura-t-elle. « Les mères savent quand il en manque un. » Elle compte. Le débat éclata aussitôt. « Thomas, si on lui ramène le corps, ça risque de la replonger dans le traumatisme. » Karen, ou ça pourrait la libérer. Les animaux ont besoin de comprendre la perte. Claire, elle n'a jamais pu lui dire adieu. Finalement, Karen revint avec la petite boîte où reposait le corps du chiot, soigneusement enveloppé dans un linge blanc. Elle la posa à 2 mètres du nid. Claire tremblait en la déposant. Sierra s'en approcha aussitôt. Elle posa le museau dessus, respira profondément, puis émit un son étrange. Ni aboiement, ni gémissement. Un son brut, ancien, le cri d'une mère qui sait. Elle lécha doucement le linge, encore et encore, comme pour réveiller la vie. Puis s'allongea à côté, la tête posée contre la boîte. Une larme roula sur la joue d'Emma. Claire s'agenouilla près d'elle et lui prit la main. Dans ce hangar glacé, toutes les douleurs semblaient se mêler. Daniel, le fils de Harold, mort noyé, la femme d'Harold, pendue dans ce même lieu, la fausse couche de Claire, la mort de Jennifer Bradley et du chien Duke. Et maintenant, ce petit être sans nom. Sierra leva les yeux vers Claire. Pas un mot, pas un son, mais un regard qui traversait les âges. Un regard qui disait « Toi aussi, tu comprends ?»« Oui, ma belle », murmura Claire. « Je comprends. » À midi, il restait 6 heures avant la tempête. Au commissariat, le shérif adjoint Michael Carter venait de recevoir un message anonyme. Regardez les caméras du magasin Thompson, nuit du 13 janvier. Sur les images, on voyait clairement le pick-up de Blake Morrison, Sierra à l'arrière, puis plus tard, le même véhicule sans la chienne. Carter fronça les sourcils. Il connaissait ce pick-up. Dans une petite ville, tout le monde connaît la voiture de tout le monde. 1 heure plus tard, il frappait à la porte des Morrison sur Oak Drive. Linda, l'air épuisé, ouvrit. « Madame Morrison, votre mari a signalé la disparition de votre chienne ? » « Oui, depuis 3 jours. » Il a posté sur toutes les pages Facebook d'animaux perdus. Le policier sortit son téléphone. « Regardez. Caméra du magasin Thompson, 13 janvier, 21h47. C'est votre mari ?» Le visage de Linda se figea. Confusion, puis horreur, puis colère. « Ce salaud !» Elle se retint devant sa fille Rachel, 16 ans, debout derrière elle. Rachel fondit en larmes. « Je savais qu'il mentait. Je le savais. » Carter hocha la tête, grave. « Madame Morrison, c'est un délit d'abandon d'animal en détresse. Et vu les conditions, ça pourrait devenir un chef d'accusation fédéral. Où est votre mari ?» Quelques minutes plus tard, Blake était arrêté dans son bureau, effondré, le visage blême. « J'ai paniqué, balbutia-t-il. Je pensais que quelqu'un la retrouverait tout de suite. Je n'ai pas réfléchi. Vous l'avez laissé dehors par -18, avec ses chiots à naître. » Carter posa la photo du chiot mort devant lui. « Ce petit n'a pas survécu. Il est mort gelé. » Blake éclata en sanglots. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais l'enquête allait révéler bien pire que la panique. Il était un peu plus de 15 heures lorsque le docteur Thomas Bradley revint au hangar. La neige tombait désormais à l'horizontale, soulevée par des rafales glaciales. Emma tenait Sierra par la main, ou plutôt par la confiance. Le plan se dessinait, sauver la mère et ses chiots avant la tombée de la nuit. Mais au poste de police, Blake Morrison vivait ses propres heures d'enfer. Assis face au shérif Carter, il semblait plus vieux de 10 ans. Ses mains tremblaient, sa respiration sifflait. Devant lui, les preuves, la vidéo, le témoignage de Claire, les traces du pick-up. « Vous avez acheté cette chienne où, monsieur Morrison ?» demanda Carter, la voix ferme. Blake hésita, sortit son téléphone et montra un vieux courriel. « Chez Riverside Canine Sales, il y a 3 ans. Payé $800. » « 800 ?
Pour un berger allemand pure race, c'était une occasion, on m'a dit. J'avais besoin d'un chien pour ma femme. Carter tapa le nom sur son ordinateur, son expression se durcit aussitôt. Riverside K9 a été fermé par le FBI il y a 2 ans. Trafic de chiens militaires volés sur des bases de l'armée. Vous comprenez ce que ça veut dire, Blake? Le regard de l'homme se perdit dans le vide. Non, Non, vous avez acheté un animal volé, et pas n'importe lequel. Peut-être un chien de l'armée des États-Unis. Pendant ce temps, dans le hangar, la bataille contre le froid se poursuivait. La tempête était à 6 heures. Sierra avait accepté la présence d'Emma. Claire pouvait maintenant s'approcher à 4 ou 5 mètres sans déclencher de grognement. Les chiots, plus vivants que jamais, remuaient contre le ventre de leur mère. Leurs petits gémissements résonnaient comme des battements de cœur. Karen revint avec une grande cage de transport isolée, tapissée de couvertures chauffantes. Le plan, transférer les chiots un par un, espérant que Sierra les suivrait par instinct de maternelle. « On commence avec le plus faible, dit-elle. » Emma hocha la tête. Elle attrapa doucement la plus petite, une femelle à la respiration fragile, et la porta jusqu'à la cage installée dans la camionnette de Thomas à une 20aine de mètres. Sierra gémit aussitôt. Le son monta, aigu, désespéré. La mère tremblait, incapable de comprendre. Les chiots restés derrière se mirent à pleurer à leur tour. Emma revint chercher le second, puis le troisième. À chaque aller-retour, la tension grandissait. Sierra avançait vers la porte, hésitante, le corps tendu entre 2 instincts. Protéger ceux qui restaient ou rejoindre ceux qui pleuraient dehors. Quand Emma prit le 5e, Sierra se leva. Elle se plaça dans l'encadrement de la porte. La neige entrait à présent en rafale. Il restait le dernier petit, un mâle robuste. Emma fit un pas, mais Sierra la devança. Elle attrapa le chiot dans sa gueule, le porta avec délicatesse et s'avança elle-même vers la cage. Tous retinrent leur souffle. La chienne s'arrêta devant le véhicule, regarda ses petits blottis à l'intérieur. Elle se retourna vers le hangar comme pour dire adieu. Puis doucement, elle revint, prit dans sa gueule le petit linge qui avait enveloppé le chiot mort et le plaça dans la cage, contre ses 6 vivants. Enfin, elle monta elle-même. Claire n'arrivait plus à parler, ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'y reprendre à 2 fois pour fermer la porte de la cage. Thomas soupira d'un long souffle. Emma, les larmes aux yeux, caressa la tête de Sierra. « Bonne fille, tu es si courageuse. » Ils roulèrent vers la clinique à travers le blizzard, pneus crissants, phares noyés de neige. 1 heure plus tard, Sierra était installée dans la salle d'examen sous les lampes chauffantes. Les chiots furent placés dans une couveuse improvisée. Thomas examina la mère. Poids, 48 livres. Elle en devrait au moins 65. Déshydratation sévère. Température corporelle, 36 degrés. Elle était à la limite. Il posa une perfusion, injecta lentement un sérum. Sierra trembla, mais ne bougea pas. Emma posa sa main sur sa tête. La chienne se calma aussitôt. 1 heure plus tard, les analyses confirmèrent l'espoir. Sierra survivrait. Et les 6 chiots aussi. À 20 heures, alors que le vent hurlait dehors, Thomas, Claire, Karen et Evelyn se retrouvèrent dans le bureau du vétérinaire. Sierra dormait dans la pièce voisine, Emma à ses côtés. Claire observait les données sur l'écran de l'ordinateur. « Regarde, dit Thomas, elle est pucée. Normal, non? Oui, mais regarde mieux. » Il passe le lecteur sur l'épaule de Sierra. Bip. Le numéro apparut, enregistré à l'adresse de Blake Morrison, tout collait. Mais en recommençant le balayage, un 2e bip retentit. « De puce ?» s'étonna Karen. « C'est extrêmement rare. » Thomas fronça les sourcils. « Attends, la fréquence de la seconde est différente. C'est une puce militaire. » Son cœur accéléra. Il ouvrit un ancien logiciel militaire encore présent sur son ordinateur, vestige de sa vie passée. Ses accès étaient encore valides. Il entra les codes, l'écran chargea lentement, lettre par lettre. Identification K9 USMC 2020-0417, nom Sierra, unité, 3e bataillon canine division, Camp-le-Jeune, statut, portée disparue, août 2021, valeur estimée, 150 000 $. Les photos apparurent, une chienne splendide, athlétique, courant sur un parcours d'obstacles, museau dressé, regard vif. Sur la suivante, elle posait aux côtés d'un militaire en uniforme. Claire porte la main à sa bouche. « Mon Dieu, c'est vraiment elle. » Thomas lut à voix haute les annotations, aptitude, détection d'explosifs et recherche. Jugée trop douce pour le combat, affectée à un programme de recherche et sauvetage civil avant disparition, le silence qui suivit semblait peser plus lourd que la neige dehors. Blake n'a pas seulement abandonné un chien.
murmura Karen. Il a abandonné une ancienne chienne de l'armée, volée, et probablement recherchée par le gouvernement. Thomas hocha lentement la tête. Et s'ils la retrouvent ici, ils la reprendront, sans discussion. Elle appartient toujours aux Marines. Appartient? Répliqua Claire, la voix tremblante. Elle vient de risquer sa vie pour sauver ses petits. Elle ne leur appartient plus. Elle mérite la paix, pas une cage militaire. Thomas savait qu'elle avait raison, mais il connaissait aussi la loi. Vers 22 heures, l'agent fédéral Wilson arriva, escorté de 2 militaires en uniforme. Le vent giflait la façade de la clinique, les gyrophares coloraient la neige d'un bleu fantomatique. « Docteur Bradley, c'est moi. » L'homme sortit un dossier scellé. « Cette chienne est identifiée comme propriété du gouvernement des États-Unis. Valeur estimée, 150 000 $. Elle doit être transférée à une base fédérale pour vérification. » Claire se leva d'un bond. « Vous ne pouvez pas? Elle allait? Vous la tuerez? Madame, je comprends votre émotion, mais ce n'est pas votre décision. » Thomas intervint. « Biologiquement, c'est impossible. Séparer une mère de ses chiots à 4 jours, c'est une condamnation. Vous provoqueriez un traumatisme irréversible. » Wilson soupira. « Vous avez 72 heures, stabilisez les petits. Ensuite, Sierra part avec nous. » Quand la porte se referma derrière les agents, le silence retomba, coupant le monde en deux. Claire s'assit, la tête entre les mains. 3 jours pour empêcher qu'on lui arrache tout ce qu'elle vient de sauver. Le blizzard hurla au dehors comme un écho de désespoir. À minuit, Evelyn Hayes se tenait devant sa fenêtre, regardant la neige s'accumuler. Son cœur battait trop vite, mais son esprit était d'une clarté nouvelle. Elle prit le téléphone. « Margaret, c'est Evelyn. Oui, je sais l'heure qu'il est. Demain matin, il me faut un rendez-vous urgent. Je veux modifier mon testament. Êtes-vous sûr de... » « Absolument. J'ai 75 ans et pas une minute à perdre. Je veux que tout ce que j'ai aille à Claire Mitchell. Elle saura quoi en faire. » Elle raccrocha, posa les yeux sur la photo d'Henry et le collier de colonel. « Tu entends, mon vieux? On va faire une dernière bonne chose. » Dehors, la tempête déchaînée balayait Millhaven. À l'intérieur de la clinique, Sierra dormait, ses chiots contre elle. Claire veillait. Le compte à rebours avait commencé. Le lendemain matin, la tempête s'était apaisée, mais la ville de Millhaven restait figée sous un manteau blanc d'1 mètre d'épaisseur. Les routes étaient coupées, les lignes électriques hors service. Dans la clinique vétérinaire, les lampes d'urgence clignotaient faiblement, alimentées par un générateur à essence. Sierra dormait encore, les 6 chiots collés contre elle, la respiration lente mais régulière. Claire, emmitouflée dans une couverture, n'avait pas dormi. Elle fixait la chienne comme on veille un miracle fragile. Chaque bruit du vent dehors lui rappelait que le temps passait. 3 jours, 72 heures avant que des militaires viennent la récupérer et la condamner à une vie qu'elle n'avait plus choisie. À 8 heures, Thomas entra, les yeux rougis par la fatigue. Son taux d'hydratation remonte, elle reprend des forces. Les chiots têtent mieux. « Et les agents ?» demanda Claire. « Ils repassent nos dimanche matin. J'ai tenté de gagner du temps, mais ils sont inflexibles. Alors on doit agir avant. » Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, l'affaire faisait déjà parler d'elle. L'arrestation de Blake Morrison avait fuité sur les réseaux locaux. En quelques heures, les mots « la mère du blizzard » et « Sierra » envahirent les fils d'actualité. Les habitants de Millhaven, d'abord choqués par le geste de Blake, se rallièrent Dieu vite à une seule idée, sauver la chienne. Des messages inondaient la page Facebook de la mairie. « Ne la laissez pas partir. Elle a survécu seule pour ses petits, elle mérite mieux qu'un labo militaire. Sierra est une héroïne, pas une propriété. » Evelyn Hayes, robe de laine et manteau beige sur les épaules, arriva à la clinique vers 9 heures, tirant derrière elle un chariot plein de thermos et de couvertures. « Vous avez besoin de carburant ?» lança-t-elle d'un ton sec. Claire esquissa un sourire. « Toujours. » Evelyn posa les affaires, puis sortit une enveloppe. « J'ai fait ce qu'il fallait. Si jamais ils la reprennent, vous aurez de quoi payer un avocat, et plus. » Thomas fronça les sourcils. « Evelyn, vous n'avez pas à... »« Oh, tais-toi, Bradley. J'ai passé ma vie à regarder mourir les gens et les bêtes que j'aimais. Pas cette fois, pas elle. » Dans le bureau, Claire alluma la radio locale. Une journaliste, voix claire et vive, parlait du miracle de Millhaven. Elle décrivait la survie de Sierra, les efforts de Claire et du docteur Bradley, et le débat autour de la propriété militaire des chiens de guerre. Peut-on vraiment parler de propriété quand il s'agit d'un être vivant ayant servi, souffert et aimé ? Demandait-elle à l'antenne. Le standard explosait d'appels. Quelques heures plus tard, une première équipe de télévision arriva, caméra au point, suivie par une deuxième, puis une troisième.
La clinique devint un champ de bataille médiatique. Claire détestait ça, mais elle savait que c'était leur seule chance. Plus la lumière serait braquée sur Sierra, plus il serait difficile de l'enlever dans le silence. Thomas, lui, craignait les retombées. Le département de la Défense n'aime pas les histoires qui font pleurer l'Amérique. Ils vont agir vite. Parfait, répondit Claire, les yeux brûlants. Alors nous aussi. Emma, de son côté, observait Sierra depuis la salle d'examen. La chienne la suivait du regard partout, paisible, confiante. Les chiots avaient ouvert leurs yeux pour la première fois. Emma les avait nommés Hope, la petite femelle la plus fragile, Ranger, le mâle robuste, Snow, petite et vive, Lucky, qui dormait tout le temps, Luna, au pelage clair, et Brave, celui qui hurlait dès qu'on le touchait. Elle riait doucement. « Regarde, maman », murmura-t-elle à voix basse, « on a une nouvelle famille. » Thomas, qui passait la porte à cet instant, s'arrêta net. Elle ne l'avait pas entendu. Ces mots lui serrèrent la poitrine. Depuis la mort de Jennifer, Emma ne parlait plus jamais d'avoir une famille. Il sentit quelque chose se fissurer en lui. Une douleur ancienne remontait, mais accompagnée cette fois d'une chaleur nouvelle. Dans l'après-midi, une voiture noire se gara devant la clinique. 2 hommes, en costume, en descendirent. Le premier portait un badge du département de la Défense, le second, un attaché-case. « Docteur Bradley, nous venons parler de la chienne. » Thomas les fit entrer dans son bureau. Claire, debout à ses côtés, croisa les bras. L'homme au badge parla. « Nous reconnaissons la valeur émotionnelle de la situation, mais Sierra reste un actif fédéral. Son dossier est classé confidentiel. Elle a servi dans une unité spéciale de déminage. Nous devons la récupérer pour des examens. » « Examens ? Vous voulez dire l'enfermer dans un laboratoire ?» cracha Claire. « Madame, s'il vous plaît, non, vous ne comprenez pas. Elle a refait sa vie ici. Elle a une famille, des chiots. Vous n'avez pas ce droit. »« En réalité, si, » répondit l'homme froidement. « Vous avez 72 heures, pas une de plus. » Quand ils quittèrent la pièce, Claire sentit son cœur battre si fort qu'elle en avait la nausée. « Ils vont la prendre ? Tom !»« Peu importe ce qu'on fait, ils viendront. » Thomas resta silencieux un moment, puis dit « Alors, on doit leur rendre la tâche impossible. » Le lendemain, la clinique était devenue une forteresse d'amour. Des bénévoles affluaient de toute la ville. Des électriciens pour installer des lampes, des fermiers apportant du foin sec, des enfants déposant des dessins de Sierra avec des cœurs rouges. Evelyne servait du café à tout le monde, dirigeant la logistique comme une générale. Mais ce fut Emma qui changea tout. Le vendredi matin, elle posta sur les réseaux une courte vidéo filmée avec le téléphone de son père. On la voyait assise à côté de Sierra caressant les chiots endormis. Sa voix tremblait un peu. « Bonjour, je m'appelle Emma Bradley, j'ai 12 ans. Je sais que Sierra était un chien de l'armée, mais maintenant, elle est surtout une maman. Elle n'a rien demandé, elle a juste voulu vivre. Si vous pensez qu'elle mérite de rester libre avec ses petits, partagez cette vidéo. » La vidéo fit le tour du pays. En 24 heures, 1 million de vues. Des vétérans, des familles de soldats, des associations de défense animale, tous reprenaient le mot dièse, #SaveSierra. Les chaînes nationales arrivèrent. Même CNN couvrit l'histoire. Le samedi soir, la mairie de Millhaven organisa une veillée à la bougie devant la clinique. 300 personnes malgré le froid. Des prières, des chants, des larmes. Evelyne, tenant la main de Claire, murmura « Vous voyez ? Quand on fait le bien, il ne reste jamais dans l'ombre. » Mais pendant que la ville priait, le gouvernement préparait sa riposte. À Washington, un colonel lisait le rapport. Il fronça les sourcils. « Sierra Unité 3e bataillon, celle du capitaine Jennifer Bradley ?» Un silence lourd tomba dans la pièce. « Oui, monsieur. Alors cette histoire vient de devenir un problème personnel. » Le dimanche matin, Millhaven se réveilla dans un calme trompeur. Le blizzard s'était dissipé, mais le ciel restait bas. Lourd, gris comme le métal. La neige craquait sous les pas des journalistes, leurs caméras braquées sur la clinique vétérinaire désormais assiégée par l'attention du pays. Des pancartes s'agitaient dans le vent. « Laissez Sierra tranquille, une héroïne, pas une propriété. Elle a servi, maintenant qu'on la serve à son tour. » À l'intérieur, Claire préparait un café brûlant, tandis que Thomas, les traits tirés, vérifiait encore les constantes de Sierra. Température stable, lactation normale, les petits prennent du poids. Il soupira. Elle va bien, mais ils arrivent dans 3 heures. Claire leva les yeux déterminée. Alors on ne les laissera pas passer. Dans un coin, Evelyne, assise sur un tabouret, tricotait calmement. Elle avait ce regard d'ancienne infirmière qui a vu trop de guerres pour craindre celle-ci. Vous savez, docteur Bradley, l'armée adore parler de loyauté.
Mais c'est drôle, non? Ce sont toujours les chiens qui la comprennent le mieux. Vers 10 heures, une voiture militaire s'arrêta devant la clinique. 3 hommes en uniforme en descendirent, accompagnés d'un agent fédéral. À leur tête, le colonel Nathaniel Rhodes, un homme aux épaules carrées, la cinquantaine, regard perçant, il portait une médaille au revers de sa veste. Thomas sortit à leur rencontre. « Colonel Rhodes, docteur Bradley, je présume. Nous venons récupérer Sierra. Ordre officiel du département de la Défense. » Claire s'interposa. Elle allait encore. « Vous allez la tuer si vous la déplacez maintenant. » Rhodes la fixa sans un mot, puis s'avança d'un pas. « Madame, je ne suis pas ici pour débattre d'émotions. Ce chien a disparu lors d'une opération classée. Il porte une puce militaire, il appartient au gouvernement. » « Et à qui appartenait ma femme, colonel ?» lança soudain Thomas. Le colonel se figea. « Votre femme, capitaine Jennifer Bradley, elle servait à Camp-le-Jeune, unité K9, avec un berger allemand nommé Duke. Vous vous souvenez ?» Rhodes pâlit légèrement. « Duke? Oui, c'était moi qui commandais cette unité. Votre épouse était une des meilleures. Je suis désolé pour sa perte. » Thomas croisa les bras. « Alors vous devriez comprendre. Ces chiens ne sont pas des machines. Sierra a servi. Elle a tout donné. Maintenant, elle a le droit de vivre. » Le colonel resta silencieux quelques secondes, puis sortit un dossier. « Vous ne comprenez pas. Sierra n'est pas un chien ordinaire. Elle était affectée à un programme expérimental de détection d'explosifs. Elle a survécu à 3 attaques. En 2021, elle a disparu avec son maître. Nous pensions qu'ils étaient de mort. »« Son maître ?» demanda Claire. Rhodes hocha la tête. « Sergent John Hale. Il est mort dans une embuscade en Afghanistan. On a retrouvé son corps, mais pas celui de la chienne. » Thomas fronça les sourcils. « Et vous pensez qu'elle s'est enfuie ? » ?»« Non, qu'elle a été volée et revendue. » Un silence tomba. Rhodes continua. « Vous voyez ce que ça veut dire ? Cette chienne a traversé l'enfer. Et si elle porte encore cette puce, c'est parce qu'elle est classée comme sujet d'expérience sensible. Si la presse apprend ça, le gouvernement aura des comptes à rendre. » Claire sentit la colère monter. « Vous ne pouvez pas simplement effacer son histoire parce qu'elle vous dérange. Elle n'est pas un sujet, c'est une survivante. » Au même moment, dans le hall de la mairie, le shérif adjoint Carter faisait face à une foule en colère. Des citoyens de Millhaven, des vétérans, des journalistes, eux tous exigeaient des réponses. « On ne laissera pas ces types embarquer une mère qui a risqué sa vie », criait un vieil homme brandissant une pancarte. Carter tenta de calmer la foule. « Les ordres viennent de Washington, pas de nous. » « Alors on bloquera la route !» hurla une femme, et elle le fit. En moins d'une heure, une cinquantaine de voitures se rangèrent devant la clinique, formant une barrière humaine. Le colonel Rhodes, observant la scène par la fenêtre, serra les mâchoires. « Ils veulent un bras de fer médiatique ? Ils vont l'avoir. » Mais avant qu'il ne puisse agir, un soldat entra précipitamment, téléphone à la main. « Colonel, vous devez voir ça !» Sur l'écran, une vidéo venait d'être diffusée par un média national. On y voyait Sierra, entourée de ses chiots, sous la voix d'Emma Bradley. « Ma maman est morte à cause d'une guerre qu'elle n'avait pas choisie. Sierra, elle, a survécu à une autre. Si l'armée veut vraiment honorer ses héros, qu'elle commence par la laisser vivre. » Le visage du colonel se figea. Il ferma les yeux un instant, puis lentement, il rangea le téléphone. « Docteur Bradley, votre fille est courageuse. Trop, peut-être. » Thomas laissa échapper un léger sourire amer. « Elle tient ça de sa mère. » 1 heure plus tard, la situation prit une tournure inattendue. Un appel urgent arriva directement de Washington. Le colonel décrocha, s'éloigna, parla à voix basse. Quand il revint, son visage avait changé. « Ordre suspendu ? » ?»« Quoi ?» fit Claire stupéfaite. « Les supérieurs veulent éviter un scandale. L'affaire Sierra sera réévaluée. En attendant, elle reste ici, sous votre supervision. » Thomas resta sans voix. Rhodes ajouta « Je vais dire que la tempête bloque les routes. Vous avez gagné un peu de temps. Mais pas la guerre. Faites en sorte que cette chienne survive. Parce que si elle meurt, tout ce combat n'aura servi à rien. » Il tendit la main. Thomas hésita, puis la serra. « Je n'oublierai pas ça, colonel. Et moi, je n'oublierai pas votre femme. » Rhodes repartit sans un mot de plus, laissant la foule dehors éclater en acclamations. Claire éclata en sanglots de soulagement. Evelyn essuya discrètement une larme. Mais derrière les sourires, un danger restait tapi. En quittant la ville, Rhodes passa un appel privé. « Ici le colonel Rhodes. Sierra est toujours vivante. Oui, monsieur, et je confirme, elle porte encore les marqueurs du projet Orient. » Un silence, puis la voix à l'autre bout répondit « Alors si elle parle, nous sommes morts. Faites ce qu'il faut, Rhodes, discrètement. » Cette nuit-là, la clinique dormait dans un calme étrange. Sierra ronflait doucement.
les chiots blottis contre elle. Emma, recroquevillée sur un fauteuil, s'était endormie, le sourire aux lèvres. Claire et Thomas, épuisés, discutaient à voix basse dans le bureau. « Qu'est-ce que c'est ce projet Orion ?» demanda-t-elle. Thomas secoua la tête. « Je ne sais pas. Mais si c'était top secret, ça veut dire qu'elle a vu ou senti des choses qu'ils ne veulent pas qu'on découvre. Tu crois qu'ils essaieront encore ? Oui. Et la prochaine fois, ce ne sera pas par la porte d'entrée. » Le vent soufflait dehors, léger, presque apaisant. Mais dans l'ombre de la forêt, deux silhouettes observaient la clinique à travers des jumelles thermiques. « Cible confirmée, dit l'un. Attente des ordres. » Le second répondit froidement. « Pas d'attente. Ordre direct de Washington. On entre avant l'aube. » Le vent s'était levé à nouveau cette nuit-là, mais cette fois il ne portait pas de neige, juste un froid coupant, un silence lourd, presque électrique. À l'intérieur de la clinique, tout semblait paisible. Les lampes de surveillance diffusaient une lumière douce. Les respirations de Sierra et des chiots rythmaient le calme fragile de ce sanctuaire improvisé. Emma dormait sur le vieux canapé, un plaid sur les épaules, la tête appuyée contre Maverick, le chiot le plus fort. Claire, dans la pièce d'à côté, terminait de classer les dossiers médicaux. Thomas, lui, veillait encore. Quelque chose, une tension imperceptible, l'empêchait de fermer l'œil. À 2 heures du matin, un bruit, à peine un froissement, venu de l'extérieur. Thomas releva la tête. Le générateur, à l'arrière du bâtiment, vibra soudain d'un son irrégulier, comme s'il s'étouffait. Puis plus rien, silence total. Les lumières s'éteignirent. « Coupure de courant ?» murmura Claire. Thomas sentit son estomac se nouer. « Non, c'est trop net. » Il attrapa sa lampe torche, la balaya vers les fenêtres. À travers la buée, il distingua un mouvement furtif. Une silhouette. 2 peut-être. Puis le cliquetis sec d'un loquet extérieur. Ils sont là. Claire comprit aussitôt. Les militaires ? Pas officiellement, non. Mais c'est eux. Il courut vers la salle où dormait Sierra. La chienne s'était déjà redressée, les oreilles dressées, la gorge vibrante d'un grondement profond. L'instinct d'une protectrice. Thomas lui posa une main sur le flanc. « Chut, ma belle. » Pas encore. Un bruit de verre éclaté retentit à l'arrière. L'odeur du froid envahit la pièce. 2 hommes, visages couverts, franchissaient la fenêtre de service. Thomas alluma la lampe torche en plein sur eux. « Sortez d'ici. Cette propriété est de privé. » Réponse, un pistolet tranquillisant levé dans sa direction. Le premier tir siffla, manquant son épaule de quelques centimètres. Sierra bondit. Elle se jeta sur l'intrus, le renversant au sol dans un fracas de métal. Le second tira à l'aveugle. La flèche anesthésiante se planta dans la porte. Thomas saisit une barre en fer, repoussa l'homme avant qu'il ne puisse viser de nouveau. Claire, derrière, appela le shérif Carter. « Ici Claire Mitchell. Ils sont dans la clinique. 2 hommes armés. Dépêchez-vous. » Dans la pénombre, la lutte devint chaotique. Le premier assaillant tenta de se dégager, mais Sierra, malgré la fatigue, tenait bon, grognant d'une rage qu'aucun ordre ne pouvait calmer. L'autre la visa encore. Une fléchette se ficha dans sa cuisse. Sierra chancela, gémit. Thomas hurla son nom. Le vacarme réveilla Emma. Elle accourut, les yeux encore pleins de sommeil. « Papa, reste derrière moi !» cria Thomas. À cet instant, les gyrophares bleus du shérif apparurent dehors. Les sirènes tranchèrent la nuit. Les assaillants se figèrent, puis détalèrent par la porte arrière, disparaissant dans les champs enneigés. Sierra, titubante, s'effondra contre le mur. Thomas la rattrapa à temps. « Non, 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 reste avec moi, ma belle. Respire !» Il retira la fléchette, vérifia le pouls. Le sédatif était puissant, mais pas mortel. Elle va dormir, mais elle s'en sortira. Le shérif Carter entra, arme au poing, suivi de 2 adjoints. Claire leur raconta tout, encore haletante. Carter serra les dents. « Je vous avais prévenu, docteur. Ce n'était pas une affaire locale. Quelqu'un a donné l'ordre d'éliminer les témoins. »« Éliminer » s'exclama Claire. « Oui, ces hommes n'étaient pas là pour une capture. Ils visaient le silence. » Thomas sentit une sueur glacée lui couler dans le dos. « Pourquoi tant de secrets autour d'un chien ?» Carter le regarda longtemps avant de répondre. « Parce qu'elle n'est pas n'importe quel chien. J'ai reçu un rapport ce matin. Le projet Orion. Ça vous dit quelque chose ?» Thomas pâlit. Il avait entendu ce nom des années plus tôt avant de quitter l'armée. Un programme de modification comportementale. Des chiens de guerre entraînés à reconnaître des fréquences olfactives complexes. Mais certains tests auraient été faits sans approbation. Trop dangereux, trop éthiques. Exactement. Et Sierra serait le dernier exemplaire vivant du programme. Le silence s'abattit sur la pièce. Sierra respirait lourdement allongée sur la couverture.
ses chiots gémissaient faiblement, cherchant sa chaleur. Claire, les yeux pleins de larmes, caressa la tête de la chienne. « Tu entends, de ma belle, tu n'es pas une expérience. Tu es une mère, et on ne te laissera plus souffrir. » Le lendemain matin, l'histoire de l'attaque fit le tour des États-Unis. Les chaînes d'information s'en emparèrent. Des hommes armés tentent d'enlever une chienne vétéran à Millhaven. Les images de Sierra, allongée, perfusée, circulaient partout. L'indignation monta en flèche. Des associations de défense des animaux, des vétérans, même d'anciens soldats K9, prirent la parole. Cette chienne a servi son pays. Qu'on la laisse vivre en paix. Sous la pression publique, le gouvernement n'eut d'autre choix que d'annoncer une enquête officielle. Le colonel Rhodes fut convoqué à Washington. L'ordre était clair, plus d'actions non autorisées. Mais le mal était fait. L'Amérique entière connaissait désormais le nom de Sierra. Pendant ce temps, à la clinique, Sierra se remettait lentement. Le sédatif s'évacuait. Elle ouvrit les yeux vers midi, le regard brumeux, puis chercha instinctivement ses chiots. Claire lui glissa Aube sous la patte. Sierra gémit doucement et se remit à allaiter. Emma, assise à côté, lui murmura « T'as vu, ma belle ? Tout le pays parle de toi, même le président. » Thomas, souriant malgré la fatigue, répondit « Oui, et ça c'est grâce à toi, championne. Ton message a touché le monde. » Mais Emma ne sourit pas. Elle regarda son père avec gravité. « Papa, j'ai lu un truc sur Internet. Le projet Orion, c'est lié à maman, non ?» Thomas hésita. « Pourquoi tu dis ça ? » « Parce que j'ai trouvé une photo d'elle. Sur un vieux forum militaire, elle tenait un chiot dans ses bras. Le commentaire disait « Orion Unit, 2012 ». Le silence pesa lourd. Thomas prit une longue inspiration. « Oui, ta mère faisait partie du programme pilote. Le premier Duke en était aussi. C'est pour ça qu'elle a été envoyée en Afghanistan. Et Sierra ? Sierra vient de cette lignée. De Duke, c'est son arrière-petite-fille. » Emma cligna des yeux, incrédule. « Donc, elle est la descendante du chien qui a sauvé maman ?» Thomas hocha la tête. « Oui, et maintenant, c'est elle qui nous sauve. » Mais à Washington, une autre réunion se tenait. Derrière des portes closes, des officiers examinaient les dossiers du projet Orion. « L'exposition médiatique devient incontrôlable, » dit un conseiller. « Alors on retourne la situation, » répondit un général. « On fera de Sierra un symbole national, une héroïne, et on effacera tout le reste. Et ceux qui savent, Bradley, Mitchell, Ace, on les fera coopérer, officiellement. » Un autre homme, dans l'ombre, se contenta de dire « tant qu'il reste nu vivant ». À Millhaven, la clinique devint un lieu de pèlerinage. Des gens venaient de tout le pays déposer des lettres, des jouets, des couvertures. Les médias surnommèrent Sierra la mère du froid. La petite ville, autrefois invisible sur la carte, devint le symbole d'une cause, celle de la compassion, de la justice et des secondes chances. Mais Claire, malgré la victoire apparente, restait sur le qui-vive. Elle savait que ce genre d'histoire ne se termine pas sans prix à payer, et quelque chose dans le regard de Thomas lui disait qu'il le savait aussi. Le soir, alors que tout le monde dormait, Thomas sortit discrètement de la clinique, une enveloppe dans la main. Il la posta dans la boîte aux lettres du bureau du shérif. À l'intérieur, un dossier complet, les données du projet Orion, les preuves de l'expérimentation illégale et une lettre manuscrite. Si quelque chose m'arrive, dites au monde la vérité. Sierra ne doit plus jamais servir personne. Elle a déjà assez donné. TB. Le jour du procès arriva. L'hiver pesait encore sur Millhaven, mais cette fois, la neige semblait moins hostile, presque purifiée. Dans le petit tribunal fédéral de Duluth, Minnesota, les bancs étaient pleins à craquer. Journalistes, vétérans, habitants, associations. Tous venus assister à ce qui était devenu l'affaire Sierra contre le gouvernement des États-Unis. Devant la salle, Thomas Bradley ajustait nerveusement sa cravate. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours. À ses côtés, Claire lui serra la main. « Tu fais ce qu'il faut, Tom. Peut-être ? Ou peut-être que je signe notre arrêt de mort. Non, tu donnes une voix à ceux qui n'en ont pas. » Dans le fond, Emma tenait d'une petite pancarte où elle avait dessiné Sierra et ses chiots sous un grand mot. Liberté Evelyn, assise à côté d'elle, souriait, l'air serein. « Si je meurs ce soir, au moins, j'aurais vu un miracle avant. » Le juge entra, robe noire, regard sévère. Audience numéro 24061. États-Unis contre Claire Mitchell et le docteur Thomas Bradley, accusés de rétention illégale de propriété fédérale. Le procureur se leva aussitôt. « Votre honneur, cette affaire est simple. Sierra est un bien de l'État. Un chien de guerre entraîné et financé par des fonds publics, volé à l'armée et illégalement retenu par ces individus.
Claire sentit la colère monter, mais Thomas posa une main sur son bras. Puis, d'une voix calme, « Votre honneur, ce n'est pas une affaire de propriété, c'est une affaire de conscience. » Le juge arqua un sourcil. « Expliquez-vous, docteur Bradley. » Thomas se leva, remit un dossier au greffier. « Voici les rapports complets du projet Orion. Ces documents prouvent que Sierra et d'autres chiens avant elle ont été soumis à des expérimentations génétiques et comportementales interdites. Le programme a été abandonné en 2021 officiellement pour raisons éthiques, officieusement parce que les résultats étaient trop dangereux. Le procureur bondit. Objection. Ces documents sont classifiés. Le juge tapa du marteau. Objection rejetée. Le public a droit à la vérité. Continuez. Thomas reprit. Sierra n'est pas un actif. C'est un être vivant né dans la douleur d'un programme illégal. Un être qui a survécu à la guerre, à l'abandon, au froid, et malgré tout, elle a choisi la vie. Elle a choisi d'aimer. Claire ajouta les larmes aux yeux. Elle a fait ce que des hommes n'auraient pas fait. Elle est restée même quand tout l'abandonnait. Le juge feuilletait les documents. Son expression changea. Ces rapports mentionnent un autre nom. Capitaine Jennifer Bradley. Thomas se figea. Oui, votre honneur, ma femme. Et son rôle? Elle était la première responsable du programme Orion. C'est elle qui a donné le signal d'arrêt après avoir découvert que les chiens souffraient de crises neurologiques et de pertes cognitives dues aux manipulations. Elle a dénoncé le projet. Et une semaine plus tard, elle était morte sur le terrain. Un murmure parcourut la salle. Le juge se pencha. Vous insinuez que sa mort n'était pas un accident? Thomas serra les poings. Je dis que Sierra est la dernière preuve vivante de ce que ma femme a tenté de sauver. Elle était là-bas. Elle a survécu à l'explosion qui a tué Jennifer. C'est pourquoi elle a disparu ensuite. Elle a fui. Elle a suivi l'odeur de sa liberté. Et 3 ans plus tard, elle est arrivée à Millhaven. Le silence devint total. Même les caméras cessèrent de bouger. Claire reprit. Vous parlez d'un bien fédéral. Mais ce que vous avez là, c'est une mère, un symbole. Ce chien a uni une ville, guéri des cœurs brisés. Elle n'appartient plus à l'armée, ni à personne. Elle appartient à la vie. Le procureur, blême, se leva pour sa réplique. Votre honneur, avec tout le respect dû à la douleur de cette famille, nous ne pouvons pas gouverner un pays en suivant les émotions de la foule. Cette chienne reste une propriété de l'État. Si nous faisons une exception, demain, ce seront les armes, les véhicules, les secrets militaires qu'on exigera de libérer. La loi doit être la loi. Le juge garda le silence un long moment. Puis il posa les lunettes sur le bureau. Vous savez, procureur, j'ai servi 20 ans dans la marine. J'ai vu des hommes mourir pour leur drapeau et d'autres pour leurs convictions. Mais jamais je n'ai vu un drapeau allaiter 6 enfants au cœur d'une tempête. La salle explosa d'émotions, des applaudissements, des cris, des larmes. Le juge frappa du marteau. Silence dans la salle, puis d'une voix ferme, le tribunal reconnaît que Sierra, en raison de son statut d'expérimentation illégale et de sa nature vivante, ne peut être considérée comme un bien matériel. Elle est retirée de la juridiction militaire et confiée définitivement à la garde du docteur Thomas Bradley et de madame Claire Mitchell. Le reste se perdit dans le tumulte. Emma sauta dans les bras de son père. Evelyn pleurait ouvertement. Claire, tremblante, serra Thomas dans une étreinte silencieuse. Les flashs crépitaient, les journalistes parlaient déjà d'un verdict historique. Sierra, elle, dormait paisiblement dans la clinique, ignorant qu'elle venait de changer le destin de milliers d'animaux comme elle. Mais tout le monde n'applaudissait pas. Dans une base militaire du Maryland, un homme raccrocha le téléphone, le visage fermé. « Le juge a statué ?» demanda une voix à l'autre bout du bureau. « Oui, et les médias ont fait de Sierra une sainte. Impossible de revenir en arrière. Alors, on enterre Orion pour de bon. Effacez tout, tous les rapports, toutes les vidéos, tous les noms. Y compris le colonel Rhodes. Un silence. Surtout lui. Les semaines suivantes, Millhaven devint un symbole mondial. Le Congrès fit voter la loi Sierra, interdisant l'expérimentation militaire sur les animaux sans supervision éthique. Les anciens chiens de guerre purent enfin être adoptés librement après leur service. Sierra et ses chiots vécurent dans la maison de Claire, où un grand enclos fut construit derrière le jardin. Chaque matin, la chienne regardait Emma courir dans la neige, les chiots bondissant derrière, et chaque soir, elle posait sa tête contre les genoux de Claire, apaisée. Thomas, de son côté, avait retrouvé un but. Il rouvrit la clinique sous un nouveau nom, Freedom Paws Veterinary Center, en hommage à tous ceux qui avaient servi. Il accrocha au mur la photo de sa femme Jennifer et juste à côté, celle de Sierra. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les pins, Claire retrouva Evelyn sur le banc du jardin.
On l'a fait, hein dit Evelyne, un sourire dans la voix. Oui, grâce à toi. Evelyne ferma les yeux. C'est drôle. Je croyais que j'étais trop vieille pour croire au miracle. Claire lui prit la main. Tu étais juste à l'heure pour celui-ci. Le vent souleva doucement la neige. Au loin, Sierra leva la tête et aboya une fois, claire, puissante, comme un écho à tout ce qu'elles avaient traversé. Mais dans la nuit suivante, un bruit discret résonna dans la clinique. Un tiroir qu'on ouvre, un dossier qu'on retire. Le dossier, Orion. Une main gantée le glissa dans une mallette, puis un murmure. Fin officielle mais pas fin réelle. Le projet continue, sous un autre nom. La porte se referma doucement, ne laissant derrière elle que l'ombre d'un secret prêt à renaître. 5 années avaient passé depuis le procès. Millhaven avait changé, devenu un symbole mondial de résilience et de compassion. Chaque année, le 17 janvier, des centaines de personnes affluaient dans la petite ville pour célébrer la journée Sierra, commémorant la victoire d'une chienne qui avait su éveiller la conscience d'un pays entier. Sierra, désormais plus âgée, marchait plus lentement, mais son regard n'avait rien perdu de sa douceur. Ses chiots, devenus de magnifiques adultes, vivaient toujours près d'elle. Hope, adoptée par Claire, devenait chienne d'assistance à l'école locale. Ranger, lui, avait été entraîné pour le sauvetage en montagne. Luna et Snow restaient avec Thomas et Emma, veillant chaque nuit devant la maison. Lucky et Brave avaient trouvé des familles dans la région, souvent présentes lors des cérémonies. La vie semblait paisible, trop paisible peut-être. Ce soir-là, Thomas referma la clinique après une longue journée. La neige tombait doucement. Il regarda Sierra, étendue près du poêle, les yeux mi-clos, entourée de ses filles. « Tu sais, ma belle, je crois que t'as fait plus pour ce monde que la moitié du congrès. » Sierra releva la tête comme si elle comprenait et posa son museau contre sa main. Son pelage était parsemé de poils blancs désormais, son souffle un peu plus court, mais son cœur battait encore d'une force tranquille. Emma, devenue adolescente, entra avec son appareil photo. « Papa, j'ai pris une nouvelle série. J'aimerais en faire un livre. Les enfants de Sierra. » Thomas sourit. « Ta mère aurait adoré ça. Tu crois qu'elle nous voit quelque part ?»« Oui. Et je crois qu'elle est fière. » Mais pendant que Millhaven vivait dans la lumière, l'ombre, elle continuait à s'étendre ailleurs. À Washington, dans un sous-sol sans fenêtre, un homme glissa une clé USB dans un ordinateur crypté. Sur l'écran, une seule ligne. Projet Orion, 2, réactivation approuvée, autorisation CIA. Des dossiers apparurent, scan ADN, séquence de code génétique et au centre, une photo, celle de Sierra, entourée de ses chiots. Une note accompagnait l'image. Les descendants présentent une stabilité comportementale supérieure à la génération précédente. Ciblé la lignée, l'homme soupira puis murmura « Que Dieu nous pardonne ». Quelques semaines plus tard, dans les montagnes du Montana, un refuge signalait la disparition de plusieurs chiens. Les caméras de surveillance montraient des véhicules banalisés, sans plaques, opérant la nuit. Puis un soir, Ranger, le fils de Sierra, ne rentra pas de mission. Thomas reçut l'appel à minuit. « Dr Bradley, c'est le centre de sauvetage de Bozeman. On a perdu le signal de Ranger hier, il n'a jamais abandonné un terrain de recherche. » Le sang de Thomas se glaça. « Où ?»« Secteur nord des Rocheuses, mais on a retrouvé ça. » Un collier GPS, coupé net au couteau. Le lendemain, Claire arriva en urgence à la clinique. « Il recommence, Dom. C'est pour les chiots, pour s'aligner. » « Non, pas cette fois. » Ils contactèrent le shérif Carter, aujourd'hui maire de Millhaven. Il écouta en silence, puis dit « J'ai gardé des contacts. L'un d'eux bosse toujours pour les affaires vétérans. Si Orion reprend, il y a un centre. Une base fantôme, classée désaffectée, à 20 miles de Fort Carson. » Thomas hocha la tête. « Alors c'est là qu'on va. » Claire écarquilla les yeux. « Tu es fou. Ce sont des installations fédérales. Ils ont pris son fils. Ils veulent recommencer les expériences. Je ne laisserai pas ça arriver. » Emma, derrière eux, les écoutait sans bouger. « Vous n'irez pas sans moi. Sierra non plus. » Emma, non. « Papa, tu dis toujours que la peur ne doit pas décider pour nous. Alors laisse-moi venir. Je lui dois ça. » 3 jours plus tard, une camionnette discrète quitta Millhaven avant l'aube. À bord, Thomas, Claire, Emma et Sierra silencieuse, le regard fixé sur la route. Malgré son âge, quelque chose brûlait encore en elle, un instinct ancien, comme si elle savait qu'elle allait affronter son dernier combat. Le voyage dura 12 heures. À la tombée de la nuit, ils atteignirent la zone indiquée. Entre 2 crêtes, une base semi-enterrée entourée de clôtures rouillées, des bâtiments sans signe, sans lumière, tout semblait mort. Mais Thomas savait lire entre les lignes, les capteurs au sol, les traces de pneus, les caméras minuscules dissimulées dans les roches.
Tout criait activité récente. Ils contournèrent le périmètre. Sierra s'arrêta net. Elle renifla l'air, oreille dressée, puis poussa un aboiement rauque déchirant. Thomas sentit une décharge lui traverser le cœur. Elle la sentit. Ranger est là-dedans. Ils avancèrent dans la neige jusqu'à une trappe camouflée. Claire repéra un clavier numérique relié à un vieux panneau électrique. Thomas fouilla dans son sac et sortit un décodeur d'urgence hérité de ses années de service. Quelques étincelles plus tard, la porte s'ouvrit dans un souffle de froid et de métal. L'air à l'intérieur sentait la désinfection et la peur, des cages, des gémissements, des silhouettes de chiens derrière les barreaux, et sur une table, des seringues, des carnets, des moniteurs affichant des données biologiques. Claire chancela. « Mon Dieu !» Puis, dans une cage du fond, un aboiement, faible, reconnaissable, rangé. Sierra bondit en avant, grognant, haletant malgré la douleur de ses pattes vieillies. Elle gratta la porte de la cage, tournant la tête vers Thomas. « Tiens bon, ma fille, je te le rends. » Il force la serrure avec une barre métallique. Rangé sortit en titubant, une cicatrice fraîche au flanc. Sierra le renifla, gémissant doucement, puis lécha son museau. Le fils retrouvé. Mais derrière eux, des pas, des voix. « Sécurité, à terre !» Des projecteurs s'allumèrent. Thomas hurla. « Courez !» Ils se précipitèrent vers la sortie, les chiens sur leurs talons. Des tirs éclatèrent, tranquillisants ou non, ils n'avaient pas le temps de vérifier. Sierra se retourna, fit barrage entre les intrus et sa famille. Thomas cria « Sierra, viens !» Mais la chienne resta. Elle grogna, tout scroc dehors, le dos courbé, telle une lionne. Le premier soldat tira, fléchette dans l'épaule. Elle chancela, mais resta debout. Une deuxième, puis une troisième. Elle tituba, haleta, puis fonça, toute griffe dehors, sur l'homme armé. Le fracas fit trembler la salle. Emma hurla. Claire la tira de justesse hors du tunnel tandis que Thomas ramenait Ranger. Derrière eux, un aboiement, puis un silence, long, irréel. Ils coururent jusqu'à la camionnette. Le vent hurlait à nouveau. Thomas se retourna une dernière fois vers la trappe ouverte. Il savait. Sierra ne sortirait pas. Ils roulèrent jusqu'à l'aube sans parler. Emma pleurait en silence, Ranger blotti contre elle. Claire fixait l'horizon. Thomas, les yeux rouges, tenait le volant d'une main tremblante. À l'arrière, un grondement lointain fit vibrer la terre. Puis une explosion. La base venait d'être effacée. Une semaine plus tard, le gouvernement annonçait officiellement la destruction d'un ancien site de recherche contaminé. Aucun nom, aucune trace du projet Orion. Mais cette fois, Thomas n'avait plus peur. Il savait que le monde saurait, tôt ou tard. Dans le cimetière enneigé de Millhaven, une stèle fut érigée, sobre, Sierra. Elle a donné la vie puis la sienne pour qu'aucun autre ne soit enchaîné. Emma déposa un collier au pied de la pierre, celui de sa mère, Jennifer. Puis elle murmura, les larmes aux joues, « Tu peux te reposer maintenant, ma belle, on continue pour toi. » Le vent souffla doucement. Un flocon se posa sur la stèle. Et dans ce silence glacé, on aurait juré entendre un aboiement lointain porté par la montagne. 20 ans ont passé. Millhaven n'est plus la petite ville isolée qu'elle était. C'est devenu un lieu de mémoire, un symbole d'union entre les hommes et les chiens qui ont servi. À l'entrée, un panneau accueille les visiteurs. Bienvenue à Millhaven, terre de la fidélité. Ici naquit la loi Sierra 2030, première charte mondiale de protection des chiens de service et de guerre. Chaque hiver, à la date de la tempête originelle, on célèbre la veillée du silence. Pas de discours politique, pas de spectacle. Seulement des bougies, des photos, et ce son unique, des centaines de chiens hurlant doucement sous la neige, comme un chœur ancien remerciant celle qui, autrefois, s'était dressée seule contre la nuit. Emma Bradley a aujourd'hui 32 ans. Vétérinaire comme son père, elle dirige le Freedom Paws Research Center, un centre international de réhabilitation pour chiens militaires traumatisés. Sur son bureau trône une photo de Sierra vieillie par le temps. Son regard, pourtant, n'a rien perdu de sa lumière. Ce matin-là, un journaliste de la BBC est venu l'interviewer pour un documentaire sur la révolution Sierra. « Docteur Bradley, quand vous regardez ce portrait, que ressentez-vous » Emma sourit. C'est difficile à dire. Elle n'était pas juste un chien. C'était un rappel. Qu'on peut sortir du pire, même quand on est brisé. Qu'on peut choisir de protéger plutôt que de fuir. Le journaliste regarda autour. Des chiens mutilés, recueillis dans d'anciens champs de bataille, jouaient dans la cour avec des enfants. « Et la rumeur sur le projet Orion, réactivé ailleurs ?» demanda-t-il prudemment. Emma baissa les yeux. Il y aura toujours des gens pour essayer de reproduire ce qu'ils ne comprennent pas. Mais Sierra leur a déjà donné la réponse.
Elle a prouvé que la force ne se fabrique pas, elle se gagne. Par l'amour, par le choix. Le soir, après le départ de l'équipe, Emma descendit au sous-sol. Là, dans une salle à la lumière douce, reposait un chien âgé, au pelage argenté. Ses yeux dorés rappelaient étrangement ceux de Sierra. Sur la porte, une plaque. Rangée 2, descendant direct de Sierra. Elle s'agenouilla à côté de lui. « Tu sais, mon vieux, je t'ai promis que plus jamais personne ne vous utiliserait. Et je tiendrai parole. » Elle caressa sa tête, puis sortit une petite boîte de métal. Dedans, un disque dur crypté, vieux de 20 ans. Celui que Thomas avait envoyé anonymement à un avocat juste avant sa mort. Projet Orion, données originales, non modifiées. Emma le connecta à son ordinateur. L'écran s'alluma, affichant des vidéos d'archives. Des chiens en entraînement, des soldats, des scientifiques. Et puis, une image. Jennifer Bradley, vivante, assise au sol, caressant un chiot noir et feu. Sierra toute jeune. « Si un jour tu vois ceci, c'est que la vérité m'aura coûté la vie, » disait Jennifer dans la vidéo. Mais souviens-toi, l'amour d'un chien ne se programme pas. Il se mérite, et tant que quelqu'un se battra pour eux, ce programme ne gagnera jamais. Emma sentit les larmes lui monter. Elle copia la vidéo sur un serveur public, la plaça dans un dossier intitulé « Sierra Legacy, libre accès mondial », puis appuya sur « Envoyer ». En moins de 24 heures, la vidéo fit le tour du monde. Des millions de vues, des larmes, des appels, des promesses et un message unique. Les chiens ne nous appartiennent pas. Nous leur devons le monde. 3 mois plus tard, à New York, l'ONU adopta la charte Sierra, interdisant tout programme de modification comportementale animale sans contrôle éthique international. Les pays signèrent un à un. Même ceux qui jadis avaient refusé. Au cœur de Times Square, sur un immense écran, l'image de Sierra apparut entourée de ses chiots, surmontée d'un seul mot, « Freedom ». À Millhaven, le cimetière est resté le même. Chaque printemps, la neige fond doucement sur la stèle de pierre. Ce jour-là, Emma s'y rendit seule, rangée 2 marchaient à ses côtés. Le soleil se couchait derrière les pins, teignant la neige de rose. Elle posa des fleurs fraîches sur la tombe, puis murmura « Tu vois, Sierra ? On a tenu parole. Ils ne t'ont jamais oublié, et moi non plus. » Un léger vent se leva. Rangée 2 dressa les oreilles. Dans le souffle glacé, un aboiement lointain résonna. Doux, familier. Emma leva les yeux vers le ciel. Un flocon se posa sur sa main. Elle sourit. « Oui, je t'entends. » Puis, alors que le crépuscule enveloppait le monde, la caméra s'élevait lentement, révélant la petite ville de Millhaven illuminée de centaines de bougies. Dans le ciel, une seule phrase apparaissait. Elle fut abandonnée dans la tempête, mais elle enseigna à l'humanité la chaleur. Et sur ce dernier plan, le souffle d'un chien se mêlait au vent. La boucle était bouclée.